Il y a une mode aujourd'hui, c'est le tram, partout. Alors, Maghreb va succomber. Je parle de ça parce que à Lausanne, d'où je vous parle, on a aussi succombé à cette mode et on essaie d'avoir, comme toutes les villes un peu modernes, notre ligne de tram. Euh, et on voit en Afrique surgir de plus en plus cette idée en Afrique subsaharienne. Est-ce que le tram est quelque chose d'adapté aux villes que vous connaissez? Quelle serait la plus-value, si ce n'est la question d'image? Alors, de notre point de vue, le tram, en fait, c'est la question d'avoir des modes plus capacitaires que le transport artisanal qui existe aujourd'hui, où on commence à avoir des limites quantitatives à ce transport artisanal. Quand sur une ligne de bus, on a 120 bus qui circulent et qui sont séparés en moyenne de 150 mètres, on comprend que, il faut passer à un mode beaucoup plus capacitaire qui va absorber des flux plus importants. On voit des lignes de bus parfois qui dépassent les 50 000 passagers par jour. On pourrait avoir un tram sur une ligne dans des meilleures conditions. Mais il ne faut pas forcément se focaliser sur le tram. Il y a d'autres solutions techniques, comme je le disais tout à l'heure, le BRT, c'est-à-dire les systèmes de bus en site propre, qui peuvent être beaucoup plus simples et moins coûteux à mettre en place. Donc tout ça, c'est des analyses techniques beaucoup plus précises qui permettent d'identifier quelle est la meilleure solution suivant la situation. En tout cas, on peut dire, il me semble qu'en Afrique subsaharienne, il est légitime dans pas mal de villes de commencer à penser à des modes plus capacitaires, à voir, suivant les cas, si c'est le tram ou le BRT ou autre. Là, vous voyez qu'à Dakar et à Abidjan, on passe à des modes encore plus lourds sous forme de métro. Euh, mais la grande question, de mon point de vue, si on veut dépasser l'étape du rêve un peu vers le tram, c'est de se poser la grande question de qui va financer l'exploitation de ce tram, qui sera à tous les coups déficitaire. Et c'est parce que ces questions n'ont pas été adressées dans un certain nombre de projets en Afrique. On a dit on va faire un tram, et finalement ça s'est jamais fait parce qu'au moment où on est rentré dans les considérations plus techniques, on a bien vu que il allait falloir compenser l'exploitation de ce tram parce que ou alors le prix du ticket serait 3 ou 4 fois plus cher que celui du transport artisanal, et donc dans ce cas-là, les gens, on comprend bien, ne vont pas se reporter vers le tram. Et il n'y avait pas de réponse, et c'est le deuxième point que j'évoquais tout à l'heure, il n'y avait pas de réponse au financement de ce système de transport, et donc, eh ben, c'était pas possible de le réaliser. Mais alors, si je vous comprends bien, on a d'un côté un système informel qui pose un certain nombre de problèmes de sécurité et de confort, on le comprend bien, mais qui ne coûte rien, qu'on essaie de remplacer par des systèmes formels qui seront, puisqu'on le sait déjà, forcément déficitaires. Est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe là derrière? De notre point de vue, non, c'est l'idée que l'important, c'est d'articuler les différents systèmes. C'est qu'un tram ne va pas remplacer l'ensemble du système de bus. Quantitativement, une ville de quelques millions d'habitants, classiquement, on va avoir 1 million de passagers par jour dans ces bus, ces minibus, donc système artisanal, et il y en aura peut-être 50 000 ou 100 000 sur le tram. Donc on voit bien un ordre de grandeur, c'est pas du tout la même chose. Donc l'important, c'est que l'ensemble des lignes soit bien articulé, qu'il y ait une réflexion globale sur l'intermodalité et la complémentarité entre ces modes. Voilà. C'est ça l'enjeu de notre point de vue. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion, un moment où, prenons le cas du centre de Dakar, j'ai la chance de venir régulièrement à Dakar, donc je connais bien et d'avoir vu depuis 97 toutes les transformations. Chaque fois que je viens, il y a trois maisons en moins, des vieilles maisons encore en tuiles, et la fois après, quand je reviens, on a un immeuble de Ré+4 qui a pris toute la parcelle. Donc il y a une destruction massive d'un patrimoine. Et d'un autre côté, on essaie de former les gens, on forme les architectes à cette réflexion sur le patrimoine. On a de plus en plus, au niveau international, de choses qui se font, de petits programmes qui sont financés, mais au quotidien, le patrimoine n'est pas un sujet. C'est pour cela que l'architecture à ce moment redevient un sujet extrêmement politique. Parce que la destruction du patrimoine colonial qui se fait notamment au centre-ville de Dakar, au quartier du Plateau, c'est un combat entre la préservation de nos mémoires
et les intérêts de la spéculation immobilière. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il se trouve que malheureusement, nous n'avons pas le soutien de nos autorités politiques pour lutter contre la spéculation. Ce sont des zones protégées où on n'a pas le droit de faire n'importe quoi. Et régulièrement, on voit des décrets qui permettent de déclassifier une zone pour permettre à ces spéculateurs justement de faire ce qu'ils ont envie de faire. Et très souvent, on se rend compte que ces spéculateurs sont ou eux-mêmes des hommes politiques ou des femmes politiques extrêmement importants, ou liés à des hommes politiques et des femmes politiques extrêmement importants. Et c'est pour cela que nous, ce que nous essayons de faire, c'est de construire une masse de conscience minimale qui puisse s'opposer à ça. Pour le moment, on est encore très, très, très isolé. C'est un peu le combat de David et Goliath. Une des choses qu'il faut faire de toute urgence, c'est redynamiser le dialogue urbain au niveau national. Le Conseil national d'urbanisme au Sénégal ne se réunit pratiquement plus. Quand il se réunit, c'est de manière extrêmement confidentielle, en tout cas par rapport aux architectes, qui eux-mêmes ont des problèmes internes à régler. Parce qu'on ne les entend plus dans le débat urbain, on n'entend plus les urbanistes. Aujourd'hui, les gens qui parlent sont des gens dont ce n'est pas forcément la vocation, qui parlent de l'urbain. Alors, on revient sur les bidonvilles. Qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? Est-ce qu'il faut les intégrer? Est-ce qu'il faut les restructurer totalement pour en faire de la ville formelle et bien balisée? Ou est-ce qu'on peut, comme je suis de ceux qui pensent, travailler sur ces espaces qui ont des grandes valeurs aussi? Et bien sûr, si on regarde que en termes d'adduction en eau ou d'assainissement, il y a des manques. Et effectivement, si on prend les définitions classiques des bidonvilles, on va se retrouver dans des zones où il manque des choses. Et maintenant, on peut aussi repartir et reconstruire à partir des sociétés qui y vivent, à partir de la richesse des échanges notamment. Quel est votre point de vue? Qu'est-ce qu'on en fait? On intègre, on laisse comme ça, on va au coup par coup, ou alors il faut massivement essayer d'éradiquer les bidonvilles? Voilà, je crois que c'est menu de propositions, je crois que ça a été essayé ailleurs avec des résultats parfois mitigés, parfois positifs. Dans l'ensemble, ce n'est pas une seule mesure dans tous les cas qui devrait marcher. Nous, à ONU Habitat, nous on a un programme qu'on appelle Programme participatif d'amélioration des bidonvilles, où notre ethos, c'est vraiment essayer d'intégrer ces espaces-là. Comme vous l'avez dit, ces espaces sont souvent convoités en termes d'amélioration, d'aménagement, parce que on voit la valeur foncière dessus. Parce que quand vous voyez les bidonvilles qui sont dans les espaces dits périurbains, parfois la politique publique ne s'intéresse pas à ça. On s'intéresse beaucoup plus aux espaces les plus valorisants. Donc, notre approche dit il faut d'abord penser à intégrer ces espaces-là dans l'existant. Parce que les gens sont là pour certaines raisons d'emploi, d'accès, ainsi de suite, ou bien même certains sont là depuis certaines générations, comme ici au Kenya, certains sont là depuis 200 ans dans le même espace. Donc, il y a cet élément d'intégration. Mais il y a des situations, comme on l'a mentionné avant, qui sont un peu difficiles d'intégrer, que ce soit dans des espaces dits inondables, à risque en général, où il faut faire quelques sacrifices parfois pour, n'est-ce pas, aménager l'espace. Et ça devient question pas seulement de santé publique, question de risques qu'il faut gérer. Donc parfois, il y a des bidonvilles qui devraient être complètement peut-être déplacés ou bien restructurer, réaménager cet espace pour autre chose que le logement, par exemple. Et il y a d'autres... à ONU Habitat, nous avons 5 critères pour identifier les bidonvilles, que ce soit en termes de sécurité foncière, parce que quand la sécurité foncière est là, il est question maintenant d'aménager, d'apporter d'autres éléments d'aménagement, comme que ce soit en termes de qualité de logement, accès à l'eau, accès peut-être à la sanitation, ce genre de choses, pour, n'est-ce pas, améliorer cet espace. Quand l'espace n'est pas sécurisé, c'est là que la deuxième mesure en termes de peut-être
de trouver un espace beaucoup plus sécurisé en termes fonciers, en termes de tenue, est requise. Mais quand les gens ont déjà une tenue, c'est un peu plus... C'est question d'intégrer, c'est question d'améliorer l'accès à certains services qui ne sont pas là, que ce soit peut-être en termes d'accès au transport, route, ou bien pour accès à l'eau, accès à l'électricité, ou aux services d'hygiène, ainsi de suite. Donc, ça dépend. Nous, c'est dire qu'il faut vraiment comprendre le contexte, le faire au cas par cas, et surtout avec la participation de ceux qui y vivent. Parce qu'eux, c'est leur destinée, ils savent ce qu'ils peuvent faire et contribuer. Ce n'est pas être seulement bénéficiaire, c'est contribuer. C'est pour ça que notre programme parle vraiment de la participation des acteurs qui sont intéressés, impliqués, ainsi de suite. Donc, c'est possible, mais pas une mesure pour toutes les bidonvilles, mais des mesures, faire des interventions sur mesure. Quels sont les éléments de contexte aujourd'hui qui font qu'on peut être optimiste et que finalement on va se dire ce potentiel, on arrivera à en faire quelque chose parce que justement ces défis, aujourd'hui on peut les relever alors qu'avant on ne pouvait pas? Il me semble qu'il y a bon, on a été amené à Citizen Alliance ces dernières années à réfléchir à un certain nombre de conditions clés je dirais, pour essayer de faire en sorte que l'Afrique parvienne à relever ces défis urbains. Et on a identifié 5 défis principaux. Alors je ne sais pas si ce seront des réponses directes aux questions que vous soulevez, mais il nous semble que si l'on veut précisément, je dirais, relever ces défis, il faut s'attacher à un certain nombre de choses. La première chose qui nous semblait extrêmement importante, c'est le fait de mieux comprendre les dynamiques urbaines et pouvoir en rendre compte et pouvoir s'adresser aux différents acteurs qui sont susceptibles d'agir pour relever ces défis avec leurs mots en étant plus convaincants qu'on ne l'est aujourd'hui. C'est quelque chose de très important, c'est-à-dire que à notre sens, ce qui est important de faire, c'est de parvenir à développer un argumentaire convaincant sur le rôle des villes dans le développement, qu'on n'a pas complètement. Donc, et ce niveau, je dirais, de production, de discours, d'argumentaire qui soit fondé sur des faits, des évidences, etc., c'est encore quelque chose qui manque. Ça, c'est un premier défi. Un deuxième défi qui nous semblait extrêmement important, que l'on a identifié, c'est celui de l'information et des données. On dispose de données extrêmement peu précises et qui restent des données extrêmement globales sur les dynamiques urbaines en Afrique. Du point de vue statistique, j'entends, comprendre les dynamiques à l'œuvre à nouveau. Et on a très très peu de données à l'échelle des villes elles-mêmes. Et pour pouvoir, je dirais, gérer les villes, accompagner leur développement, il faut savoir sur quoi on agit. Et c'est vrai que la production d'informations sur les dynamiques urbaines, mais à l'échelle des villes, non pas, je dirais, à un niveau macro, mais à un niveau local, est quelque chose qui fait extrêmement défaut aujourd'hui en Afrique. On ne sait pas, on ne connaît pas les réalités. Ça, c'était un deuxième défi. C'est-à-dire produire des connaissances qui soient utiles à la gestion urbaine locale. Un troisième défi qu'on avait identifié, c'était, et puis je pense qu'on va y revenir dans la suite de la conversation, c'était la question des pouvoirs locaux. Et de considérer, je dirais, de placer les collectivités locales au cœur de la gestion des dynamiques urbaines dans les pays africains. On va peut-être y revenir. Un quatrième défi, c'est celui de l'informalité. On a répondu à l'informalité historiquement, soit en laissant faire, soit par la politique du bulldozer. C'est-à-dire soit on laisse faire, soit on rase.
on ne s'est jamais confronté à la question de l'informalité comme étant, je dirais, une réalité à prendre en compte et à accompagner dans ces dynamiques urbaines. On n'a jamais véritablement réfléchi à comment répondre positivement à l'informalité. Donc ça, c'était un quatrième défi. Et puis un cinquième défi qui nous semblait extrêmement important, donc quand nous avons réfléchi à Cities Alliance, à ces questions, c'est la question de l'élargissement du partenariat des acteurs en appui au développement urbain. Aujourd'hui, pour revenir sur la question des infrastructures, la Banque africaine de développement s'est dotée d'une stratégie de développement urbain, d'appui au développement urbain depuis d'assez nombreuses années déjà, enfin ça fait déjà quelques années. Cette stratégie a peine à se mettre en œuvre. Il me semble qu'il y a là, je dirais, au niveau des acteurs financiers, que ce soit à l'échelle continentale, la Banque africaine de développement, mais aussi à l'échelle des pays, par la mobilisation des ministères des Finances, des choses importantes à faire en matière de mobilisation de nouveaux acteurs. Donc, des financiers, bien sûr, qui soient en mesure d'accompagner le financement du développement urbain. Et puis, autre acteur sur lequel je voudrais insister, c'est la recherche, la formation. On a extrêmement peu de capacités africaines de recherche sur les dynamiques urbaines en Afrique. Et ça, il me semble que c'est un point aussi extrêmement important. Donc, je veux dire, la prise en charge de l'appui au développement urbain doit passer par la mobilisation aussi d'un certain nombre d'acteurs qui sont aujourd'hui insuffisamment mobilisés en appui à ces dynamiques. Il y a aussi plusieurs modèles qui commencent à émerger du continent en matière de gestion, en matière de résolution des problèmes principaux. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde la ville de Kampala, en Ouganda, on regarde la gestion donc sous la forme du Kampala Capital City Authority, une gestion professionnalisée de la ville, une prestation de services, un investissement en matière d'attirer donc le secteur privé dans la prestation des services, d'attirer les investissements, une gestion à base de résultats, une concentration sur la génération de ressources économiques pour la ville. Donc la ville, on travaille, on appuie la ville techniquement depuis des années et sur une période de 3 années, on a travaillé sur la question de la mobilisation des recettes propres. Les recettes propres de la ville ont augmenté en moyenne de 84% par année sur l'espace de 3 années consécutives, ce qui a permis à la ville aussi d'augmenter sa capacité d'endettement. En même temps, on a travaillé avec la ville pour renforcer donc leur gestion financière d'une forme compréhensive et la ville a obtenu récemment un credit rating positif qui lui permettra donc de pouvoir se préparer pour émettre donc des obligations pour pouvoir mobiliser plus de recettes. Donc ça, c'est l'exemple de gestion nouvelle dans les villes africaines qui envoie des signaux très positifs. Il y a, par exemple, une ville comme la ville de Kigali, et je sais que c'est une ville que tu vas vouloir qu'on aborde et qu'on discute un peu plus en profondeur, mais ça, au plan national, donc la mise en place d'un système d'enregistrement foncier compréhensif a permis donc d'établir une base pour permettre les transactions et la fluidité du marché foncier qui sert à la base donc du développement de cette ville. On voit certains pays, par exemple comme le Kenya, qui a passé une politique de dévolution très importante qui a dévolué donc les compétences aux counties, donc aux provinces,
et en même temps qui a dévolué des recettes très importantes aux provinces, et on est en train de travailler avec eux pour renforcer la capacité de gestion donc, des villes au Kenya. Donc il y a plusieurs modèles qui sont en train d'émerger de gestion, de décentralisation, donc gestion professionnalisée des villes, de résolution des problèmes intractables des villes, comme par exemple le foncier en particulier, et de politique nationale pour renforcer et amorcer la décentralisation, ainsi qu'une adhérence beaucoup plus, disons, développée pour la gestion à base de résultats qu'on est en train d'accompagner dans plusieurs villes africaines. Mais alors, le modèle de Kigali, on comprend, hein, vous avez cité Singapour, nous ici on peut citer la Suisse aussi, puisqu'on est un petit pays. Est-ce que ce modèle, entre guillemets, de petits États, est-ce qu'il est reproductible ? Est-ce que finalement le modèle Kigali est soluble dans Kinshasa ou le Caire ou Lagos ? Et il faudra commencer. Je comprends bien que Lagos, le Caire et Kinshasa, des villes de 20 à 30 millions de personnes, résoudre les problèmes du foncier seront beaucoup plus difficiles. Dans les mégalopoles où on a travaillé, qu'on a accompagné avec la Banque mondiale, au fait, on a implanter une nouvelle stratégie donc d'intervention avec les mégalopoles qu'on est en train d'utiliser en ce moment, surtout en Asie du Sud, donc avec des villes comme Karachi, Dhaka, etc. Et c'est donc c'est faire un diagnostic rapide donc des défis principaux auxquels fait face la ville et implanter immédiatement un projet d'intervention rapide, donc où il y a une minimisation donc, du recasement des populations, une minimisation de l'impact environnemental, mais des projets d'intervention rapide qui ont un impact visible sur les populations. Donc en matière de gestion de trafic, en matière d'amélioration d'espaces publics, d'implantation d'équipements publics importants, mais le genre d'intervention qui rassure les populations qu'il y a donc une énergie qui se développe dans les villes et donc un nouveau mouvement vers le renforcement des services et de la capacité de gestion, alors qu'on est en train de travailler avec la ville pour mettre en place les politiques des réformes des défis structurels, donc la fragmentation institutionnelle en matière de la planification, la gestion métropolitaine, la gestion des déchets, ce genre de défis que tu ne peux pas aborder dès le premier jour dans une ville de la taille de Lagos, de la taille du Caire. Mais en commençant avec certaines interventions qui renforcent donc la volonté, qui montrent aux populations qu'il y a une intervention qui est en train d'arriver, donc ça crée donc le buy-in des populations pour permettre d'accompagner l'implantation ou l'abordage des défis beaucoup plus compliqués. Donc je crois que ça c'est une approche qu'on a utilisée dans les villes. Donc c'est pas forcément les défis sont les mêmes. Donc le défi les problèmes fonciers, les distorsions qui affectent le marché foncier, le marché du logement, le manque de connectivité, d'intégration entre les modes d'usage du sol et les systèmes de transport, tout ce genre de défis seront les mêmes que ce soit de grandes villes, de petites villes. Mais comment les aborder sera un peu différent. Alors que vous pouvez aborder une ville comme Kigali d'une manière compréhensive, avec la volonté publique, ce genre d'intervention dans une ville de taille de 20 et 30 millions est beaucoup plus difficile et donc il faudra un peu des interventions plus chirurgicales alors qu'on est en train de préparer les politiques d'intervention sur les défis structurels. Et selon vous, alors, dans ce panorama, quelle serait l'urgence des urgences si on avait carte blanche et qu'il fallait, sans question de gouvernance, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire en tout premier, en fait ? Alors après, là, c'est plus ma réponse porte plus sur globalement sur les villes plus que sur l'étalement urbain. Pour moi, la priorité des priorités, c'est vraiment de renforcer l'accès aux services essentiels, c'est-à-dire de façon très classique, l'eau, l'assainissement, des transports publics avec de la mobilité et des équipements publics de proximité. C'est-à-dire de développer des villes qui sont des villes
de services et des villes de vie et qui peuvent donner tout leur potentiel en matière de développement économique pour leurs habitants. D'accord, donc c'est la ville du plus grand nombre qu'on cherche à faire. Non, pas forcément. Je pense que l'autre question effectivement que pose cette question de l'étalement urbain, c'est faut-il concentrer l'ensemble des habitants sur une ville ou au contraire développer des polarités secondaires dans les pays. Ce qu'on voit en Afrique beaucoup, c'est le développement de capitales régionales, c'est-à-dire au sein même de provinces rurales, une capitale de région qui peut accueillir une population urbaine moins importante et aussi avec une proximité plus grande entre la ville et l'interland rural. Donc, idéalement, disons qu'on pourrait avoir effectivement quelques capitales importantes puisque c'est déjà à l'œuvre, mais aussi favoriser ce développement de polarités secondaires qui maintiennent des villes de taille plus raisonnable et qui aussi favorise la connexion avec ce milieu rural si important encore en Afrique. Si maintenant on part sur le cas Madagascar, que vous connaissez bien puisque vous y travaillez au quotidien, il y a pour moi un très beau projet de piétonisation, même si ce n'était pas le but du jeu, c'était une question d'accessibilité, mais c'est une des rares ou une des seules fois en Afrique où on s'est intéressé aux piétons et où on a fait quelque chose pour lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots de ce projet ? Oui, je pense que vous en avez déjà pas mal entendu parler, mais c'est un projet qu'on considère un peu comme modèle, entre guillemets, pour plusieurs raisons. En fait, c'était plutôt initialement un projet un peu d'urgence pour les quartiers précaires d'Antananarive, pour améliorer de façon très rapide et très visible les conditions de vie des si nombreux habitants des quartiers précaires de Tana. Donc la question compte tenu de la morphologie de la ville, la question des ruelles est arrivée de façon très naturelle et rapide, puisque donc tous ces quartiers sont parcourus par des toutes petites ruelles à travers lesquelles une ou plusieurs personnes peuvent passer, mais qui sont vraiment limitées. Et je pense que c'est ça qui a fait que sur Madagascar, on a eu un projet piéton, c'est que de toute façon, pour améliorer les conditions de vie de ses habitants, ça passait par cette mobilité qui ne pouvait, en tout cas à ce stade, être autre que piétonne. J'aurais tendance à dire que cette mobilité piétonne, c'est vrai que c'est une spécificité et qu'on devrait davantage la développer dans d'autres projets. L'autre spécificité aussi, c'est d'associer les voiries à des équipements publics communautaires, c'est-à-dire des bornes fontaines, mais aussi des équipements sanitaires qui bénéficient à énormément de personnes. Bon, la spécificité de ce projet, c'est que c'est un projet simple aussi, c'est-à-dire qu'on a quelques infrastructures structurantes qui sont faites sur un grand périmètre, et donc il a été mis en œuvre, en tout cas les premières phases, dans des délais extrêmement rapides, ce qui pour les habitants, pour les collectivités, pour l'État et pour nous est quand même source de satisfaction, puisqu'on a souvent des projets qui sont extrêmement lourds et extrêmement longs. Là, on a un projet qui arrive à délivrer et à améliorer les conditions de vie assez rapidement. On a parfois l'impression que les projets devraient prendre en compte tellement de composantes, sociales, économiques, l'éducation, la santé, que ça devient d'une complexité incroyable et que on est un petit peu sclérosé face à cette complexité. Concrètement, comment vous adressez cette complexité? Comment naissent les projets et comment vous décidez finalement où vous vous arrêtez dans un projet? Vous preniez tout à l'heure l'exemple du projet de piétonisation, de ruelles, et vous nous avez dit que dans sa troisième phase, on était sur d'énormes montants. Ça veut dire qu'on a rajouté sans doute passablement de composantes. Et comment est-ce qu'on sait où s'arrêter? C'est une vraie difficulté pour nous parce que les besoins sont immenses et dans tous les secteurs. Donc, et puis quand on parle de développement urbain, on parle souvent de développement urbain intégré, c'est-à-dire à l'échelle d'un quartier ou d'un territoire, avoir l'ensemble des services publics nécessaires, donc l'eau, la voirie, l'école, la santé, etc. Et effectivement, par ailleurs, il faut qu'on soit efficace, c'est-à-dire il faut pouvoir faire les choses de façon assez rapide.
Et donc, cette ambiguïté nous conduit en fait à faire des choix et à décider que finalement, pour être efficace, on priorise certains types d'infrastructures selon les objectifs du projet qui s'adaptent au contexte local. Donc, dans un certain cas, ça va être davantage le développement économique. Dans d'autres cas, ça va être plus l'aspect social qui va être mis en avant. Donc, en fonction des cas, on priorise certaines infrastructures et on essaye de faire des projets qui restent simples et robustes, comme on dit, pour se mettre en œuvre rapidement et pouvoir, dans une seconde phase, faire les infrastructures qui n'auraient pas été faites et qui sont encore nécessaires. Mais alors, est-ce que cette planification par grandes infrastructures, comme on voit beaucoup, et notamment dans d'autres continents que l'Afrique, en Inde, on fait des grandes infrastructures de transport, par exemple, qui sont censées structurer. Est-ce que c'est une piste viable ou est-ce que finalement c'est ça qui crée le problème et on devrait s'attaquer à autre chose en tout premier? Mais je pense que les grandes infrastructures sont quand même très très importantes. Dans beaucoup de villes, si je prends une ville comme Kinshasa, vous avez un manque flagrant de routes, donc l'accès des gens au pôle d'emploi est tout à fait réduit. Et donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a une surdensification de certains quartiers, là où il y a des possibilités d'avoir accès à des emplois ou à des modes de transport. Donc, la question des grandes infrastructures dans les grandes villes, elle est tout à fait fondamentale. Le développement autour de ces modes de transport plus efficaces, qui pour moi est quand même, je dirais, la colonne vertébrale d'un certain nombre de développement des villes, autour duquel on crée des quartiers, on travaille sur le tissu urbain. Mais les grandes infrastructures sont quand même indispensables. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça aussi? Donc, c'est peut-être, quand on parle de changement climatique, quand on parle de gestion des risques et des astres, souvent les gens pensent que si on prend des mesures contre ce changement climatique, contre ces désastres, on ne fait rien ou on ne fait pas suffisamment pour le développement économique. Il faut arrêter de mettre ça en opposition. Adresser les problèmes de changement climatique, de gestion des risques, ce n'est pas en opposition avec le développement, la manière de répondre à des défis économiques des villes. Donc ça peut-être, il faut changer cette mentalité, en tout cas cette perception. Comme vous disiez tout à l'heure, par rapport aux grandes routes, aux grands systèmes de transport, je pense que dans les grandes villes, il faut adopter des modèles de développement spatial qui tiennent compte aussi, qui soient mieux articulés avec les systèmes de transport efficaces. Et dans certaines villes, faire peut-être justement que la vulnérabilité au changement climatique soit une priorité, notamment en particulier dans les villes côtières, parce que on n'a déjà pas beaucoup d'argent pour faire du développement, mais on dépense beaucoup d'argent pour des mesures d'adaptation une fois que les inondations ou des désastres se sont produits. Donc, qu'on soit un petit peu plus proactif par rapport à ces questions-là. Il y a beaucoup d'initiatives qui se passent en ce moment. Le continent africain a peut-être été le dernier dans lequel on a vraiment poussé pour les questions de gestion des risques et des désastres et d'inondation, parce que il n'y a pas de tremblement de terre, les défis sont différents, mais je pense qu'on est en train de rattraper le retard de ces questions. Est-ce que nous utilisons les bons modèles? Est-ce que finalement cette ville qui se fait, alors quand je parle de modèle, pour moi c'est la ville qui se fait par l'infrastructure qui structure la ville. Les Romains utilisaient ça, deux axes et des infrastructures. Est-ce que ce modèle antique pour l'Europe est soluble dans la ville africaine? Je pense que ce modèle n'est pas mauvais. Il est très difficile de structurer l'extension spatiale d'une ville et de pouvoir assurer un minimum de contrôle sur son organisation sociale et politique et y assurer la paix. Il est très difficile de le faire sans infrastructures. La question est de savoir si ces infrastructures sont construites sur des bases très normatives, très strictes, avec des standards trop hauts, trop coûteux. Il faut savoir à qui ces infrastructures sont destinées.
Est-ce qu'il n'y a pas des quartiers oubliés? Beaucoup de villes construisent des infrastructures, mais il y a des quartiers qui ont été oubliés. On n'a pas raccroché ces quartiers au train de la ville. Ce sont des wagons abandonnés. Ça, c'est extrêmement compliqué, mais je ne pense pas que ce soit ce modèle-là qui soit en cause. Il faut certainement engager une réflexion sur de nouvelles formes d'aménagement et de planification urbaine qui est une orientation plus stratégique et qui puisse ouvrir à l'urbanisation des espaces avec un équipement minimum, mais qui puisse évoluer vers des espaces ayant un équipement adéquat. Le modèle qui, lui, me semble être un modèle discutable, c'est le modèle qui fait de la ville le lieu de l'échange et de la production fondé uniquement sur des critères capitalistes et de profit.